Gmail, Hotmail et Yahoo proposent en fait des postmaster tools sur leur propre domaine à eux, qui permet de voir la réputation des IP par lesquels sont arrivés tes emails à toi et la réputation qu'ils t'attribuent à toi en tant que domaine. Bienvenue dans les interviews Gross. Je m'appelle Jean-Bernard Sibony. Je vais dénicher et interviewer pour vous des professionnels de l'univers du digital et du Gross. Je vais leur poser des questions sur leur vision, leur savoir-faire et les techniques qu'ils utilisent au quotidien pour leur croissance. Donc, Mail&Joy, du coup, vous faites quoi et vous êtes combien? Alors, Mail&Joy, il faut bien comprendre que c'est une boîte à outils en fait. Alors, aujourd'hui, nous, on se définit vraiment comme une boîte à outils d'emailing, c'est-à-dire on essaie de faire une agrégation des meilleurs outils aujourd'hui nécessaires en fait à un emailing de qualité. Donc, on y reviendra par la suite. Quels sont ces différents outils et qu'est-ce qu'ils peuvent amener chacun à leur niveau? Et en fait, l'objectif, c'est de les mettre ensemble. C'est de faire en sorte qu'au final, vous puissiez trouver dans un seul produit, dans un seul portail, on va dire, l'ensemble des outils qui permettent de faire de l'emailing simple, propre, de qualité et, si possible, même prendre plaisir, avoir du fun à faire de l'emailing. On est combien à faire ça? Aujourd'hui, on est 5 membres fondateurs de la société, plus une commerciale qui nous a rejoint il y a peu. L'équipe est composée de personnes chefs de projet et de personnes techniques, dont moi justement, qui travaillent sur la délivrabilité et la partie moteur, et d'autres personnes vont travailler sur le développement logiciel, sur la relation client et les comptes. Renaud Garelli, parle-moi de toi avant Mail&Joy en très rapide. Alors du coup, avant Mail&Joy, j'étais un administrateur et un ingénieur système Linux. Principalement. Donc, je travaillais pendant 10 ans dans l'industrie, la production, la sécurisation des systèmes d'exploitation. Et j'ai eu le plaisir de travailler dans des sociétés qui faisaient de l'email. Donc, peu à peu, je me suis intéressé à ces problématiques-là. J'ai essayé de me demander pourquoi est-ce que ça marchait pas si bien que ça, ou ça avait une espèce de complexité apparente que les gens en fait avaient à l'esprit. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu qu'est-ce qu'il en était, et j'ai passé quelques années. Et puis au final, je me suis dit, pourquoi ne pas justement y travailler plus, essayer de voir en profondeur qu'est-ce qui se passe. Et c'est devenu, c'est vrai, une véritable passion depuis maintenant 5-6 ans. Et depuis 3 ans, au final, j'ai eu le projet de créer quelque chose, de créer une entité pour justement travailler réellement dans les emails. Email verification, email checker, email cleaning, nettoyage de base mail. Quel est le terme que toi tu utilises? Alors, quels termes j'utilise? Tous les termes que tu as dit en fait sont bons et sont justes, sont des termes finalement redondants qu'on utilise régulièrement dans la vérification par email. Alors, tu vois, quand je te parle nativement, je te parle de vérification par email. Donc, effectivement, c'est le terme qui, pour moi, est le plus juste et le plus simple à comprendre, en tout cas. Après, il y a aussi, tu l'as pas cité, mais il y a aussi la notion d'hygiène de liste, qui est un petit peu moins connue, mais qui est aussi quand même utilisée de temps en temps. Le but, au final, c'est la même chose. C'est clairement de nettoyer, d'avoir une espèce d'hygiène et de nettoyage du contenu de ces utilisateurs en vue, justement, d'un emailing de qualité. Parfait. Alors, du coup, l'email verification, en fait, dis-nous à quoi ça sert et surtout, est-ce que c'est vraiment important? Alors, l'email verification, est-ce que c'est nécessaire? Aujourd'hui, effectivement, dans le monde de l'emailing, il faut bien comprendre que on est suspicieux par défaut. C'est-à-dire on est vu par les routeurs, en fait, les agrégateurs FAI, que sont Gmail, Yahoo, Hotmail, comme étant des spammers potentiels. Alors, nativement, on est vu comme ça, et il faut bien comprendre que si on ne met pas en place des actions techniques justement sur sa chaîne emailing, on va être vu comme ça, on va être perçu comme un spammer, et donc du coup, on a immensément de chances, voire quasi toutes les chances d'arriver en spam. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de complexité qui est perçue en fait par les acteurs de l'emailing. Les gens qui veulent envoyer se disent c'est compliqué. Aujourd'hui, moi je sais envoyer du SMS, j'envoie un SMS, ça part, ça arrive chez le client. Le mail, c'est pas ça en fait. Tout le monde peut envoyer du mail, mais tout le monde ne peut pas arriver, ou tout le monde ne sait pas arriver aujourd'hui en inbox. Et la complexité là-dedans, c'est que la notion de réputation arrive en fait.
Donc, il faut vraiment réussir en fait à avoir une bonne réputation dans le monde de l'emailing pour pouvoir justement arriver en inbox. Alors pour ça, en fait, il y a différents moyens, différents niveaux sur lesquels il faut agir. L'email verification, aujourd'hui, c'est un des niveaux, c'est-à-dire que c'est un palier nécessaire, mais non pas suffisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends un exemple, si vous avez une base de 1000 mails et que vous envoyez finalement sur ces 1000 mails 100 mails qui sont à des contacts inexistants, Gmail, Yahoo et Hotmail, ils vont vite se rendre compte que c'est des emails qui sont soit des promotions, encore au mieux, ou soit du spam. Donc on va vite reperdre en réputation et très rapidement arriver en spam. Donc justement, c'est pour ça que c'est très important de gérer la réputation et d'augmenter sa réputation ou de la préserver en nettoyant en amont des campagnes justement ces bases. Alors il faut le faire assez régulièrement, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a environ 3 à 5% des emails qui deviennent des bounce, c'est-à-dire des emails qui sont invalides dans une année. Donc effectivement, même si on a une base qui est propre à l'instant T, il faut au moins une fois par an faire un cleaning propre pour enlever ces contacts inexistants et puis garantir en fait qu'à chacun de ces envois, on envoie des emails qui existent et renforcer progressivement sa réputation. Donc ça sera effectivement, comme je le répète encore, c'est très important, une étape importante du départ et de la suite, mais qui ne sera pas suffisante malheureusement. Il faudra la coupler à d'autres facteurs. Ok, super. Du coup, il y a quelques questions qui me sont venues auxquelles je n'avais pas Ouais, pensé que je rajouterai, d'accord. si ça ne te dérange pas, Mais parce sûr. que du coup, c'est super intéressant. Et en fait, c'est la première fois que j'ai la chance de parler avec un expert en emailing comme ça. Donc, si tu veux, j'ai trop de questions. Ben, bien sûr, mais pose tout, je suis à l'aise, il n'y a pas de souci, je te répondrai à tout ce que je peux. Parfait. Alors, écoute, déjà, j'ai utilisé vraiment beaucoup de solutions Gmail dans le passé, donc Mailchimp, Sendinblue, Lemlist, j'en ai essayé énormément. Des serveurs SMTP maison qu'on faisait à l'époque, Ouais, etc. Voilà, je suis un gros consommateur de cold mail. J'ai dépassé j'ai plus d'un million, j'ai 1,3 million ou 1,5 million emails dans Sendinblue. effectivement. Et je voudrais te dévoiler quelque chose, Oui, c'est qu'en réalité, j'ai jamais vraiment. Donc, bien évidemment, j'utilise l'email verification hein, parce que j'ai bien compris qu'il fallait le faire et j'en ai eu d'ailleurs, j'en ai subi les conséquences quand je ne l'utilisais pas. Je me oui, suis fait fermer des comptes Mailchimp, etc. oui. Euh, Par contre, j'ai compris qu'il fallait le faire, mais je n'ai jamais compris comment ça marche. Et la question que je voudrais te poser et qu'on me pose d'ailleurs Oui. tout le temps, c'est euh, spam trap, accept all, invalide. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Et est-ce que tous les acteurs de verification utilisent les mêmes méthodes? Et comment vous faites pour vérifier en fait? Alors, donc tu m'as posé plusieurs questions, je vais essayer d'y répondre progressivement. Alors, sur ta première question, est-ce que tous les acteurs aujourd'hui utilisent les mêmes méthodes? Alors, on a finalement, alors je peux te dire oui à un certain niveau, c'est-à-dire que la méthode la plus classique, si tu veux, c'est en fait pour vérifier un email aujourd'hui, c'est d'utiliser finalement, d'initier en fait une connexion SMTP. Donc, le SMTP, c'est le protocole d'envoi de mail en fait qui est utilisé. Et dans la séquence SMTP, si tu veux, tu commences par un hello, donc tu dis bonjour, voilà mon serveur, qui je suis. Et ensuite, tu donnes deux informations importantes. Qui tu es en tant que sender, donc qui c'est qui envoie le mail. Ensuite, tu dis à qui tu veux envoyer le mail, ça c'est le RCPT tout. Et ensuite, tu donnes le data, en fait, ce que tu veux envoyer comme mail. Donc, en fait, dans la séquence, si tu veux, d'envoi des mails, toi, quand tu envoies un mail de manière classique, tout est mélangé. C'est-à-dire que tu remplis tes champs dans ton outil d'envoi de mail, et au final, lui, il fait la séquence SMTP dans l'ensemble, et ça arrive chez ton destinataire. C'est-à-dire que nous, en verification d'email, ce qu'on fait, si tu veux, c'est qu'on utilise des commandes brutes SMTP qui vont, au final, s'arrêter avant la partie d'envoi. C'est-à-dire qu'on va demander, je vais dire salut, c'est moi, je voudrais envoyer un mail à Toto, si tu veux, et à ce moment-là, je vais dire bon ben, écoute, merci, au revoir, quoi. Et le serveur, finalement, le serveur de destination, va me dire oui, Toto existe ou n'existe pas, et ce qui va permettre, si tu veux, simplement, dans la plupart des cas, de pouvoir dire voilà, cette boîte mail existe ou n'existe pas, sans avoir envoyé de mail. Ce qui est très important, c'est qu'on n'envoie aucun mail là-dedans, donc il n'y a aucun impact, si tu veux, pour les personnes derrière. Quand on fait une vérification de liste ou d'email en général, il n'y a pas d'envoi de mail, et il n'y a aucun impact avec le destinataire.
Alors ça, c'est la version classique, si tu veux, qui est utilisée par à peu près tout le monde. Alors après, ça paraît simple à première vue comme ça, mais pourquoi finalement c'est plus compliqué et tout le monde ne peut pas le faire? C'est parce qu'au final, si tu veux, quand toi tu envoies des emails qui sont des bounce, ce que je t'expliquais tout à l'heure, tu as forcément une réputation qui va te dégrader. Et rapidement, en fait, tu vas te retrouver bloqué. Si tu envoies trop de bounce, tu vas être bloqué. Quand on fait une vérification d'email, c'est la même chose. Si je demande en fait si telle personne existe sur tel domaine, si elle n'existe pas, c'est l'équivalent d'avoir envoyé un bounce. C'est-à-dire que j'ai la même pénalité dans ma réputation à moi que toi tu aurais si tu lui avais envoyé un mail. Donc partant de là, tu peux comprendre nativement que ben, ça va poser des problèmes. Donc moi qui dois vérifier des centaines de milliers, voire des millions de mails par jour, avec possiblement des centaines de milliers, voire des millions de bounce et d'adresses mail invalides, ma réputation va être de suite dégradée. Donc c'est là en fait que toute la complexité et toute la partie métier se met en place. C'est-à-dire qu'il faut développer des algorithmes suffisamment résilients, suffisamment intelligents pour pouvoir continuer à pouvoir interroger les serveurs destinataires sans être bloqué. Alors ça nécessite en général d'avoir un pool d'adresses IP assez conséquent, ce que font là, tous les concurrents finalement à Mail-Enjoy. On est tous de la même manière, hein, on a tous un gros bloc d'IP et on fait des algorithmes intelligents. Ça, c'est pour la partie classique. Et après, par contre, il y a plein de spécificités. C'est-à-dire qu'au-delà du bounce, qu'est-ce que tu vas pouvoir amener comme information? Aujourd'hui, un bounce, c'est bien, c'est une bonne information, on est d'accord qu'il la faut, mais à côté de ça, est-ce qu'on peut dire si l'email est un email jetable, par exemple? Parce que tu sais qu'il y a des emails qui sont justement en qualité moins bonne sur 20 minutes, 20 minutesmail.com, ou enfin, il y en a plein en fait de boîtes mail comme ça qui te permettent d'avoir un email pendant quelques minutes et ensuite il n'est plus valable où il est visible par tout le monde. Donc ces adresses mail-là, elles n'ont pas de valeur marketing. Elles ont finalement, elles polluent les bases de données des personnes et elles n'ont pas d'intérêt finalement à rester. Donc est-ce qu'on est capable de les enlever? Par exemple aussi des emails autogénérés. Nous, chez MailEnjoy, on est capable de détecter des emails qui ont été autogénérés par des robots et qui même existeraient sur Gmail ou sur Yahoo. Nous, on va te dire, elle est existante, ok, mais elle est autogénérée. Donc, un bot, en général, ça n'a pas trop d'intérêt non plus dans ta base emailing. Donc, on est capable finalement de voir différentes granularités, ça c'est très important. Les emails de type rôle aussi. Alors, si c'est par exemple support quelque chose, ça peut avoir effectivement, ou contact quelque chose, ça peut avoir au final une valeur dans du cold emailing, puisque là effectivement c'est des emails qui ont du sens. Par contre, sur des campagnes bulk, ça a beaucoup moins de sens et surtout ça peut être bloqué par les routeurs en amont. Mailchimp, par exemple, va bloquer ce type de contact-là. Donc nous, au niveau de l'email verification, on va vraiment pas rester que sur du bounce. Les concurrents aussi. Alors chacun va avoir son niveau de granularité, son niveau d'expertise en fait, et pouvoir amener du catch-all. Alors le catch-all, on en parlait aussi, du bounce, du spam trap, de l'autogénéré et ainsi de suite. Après, tu me demandais le catch-all. Qu'est-ce que le catch-all? Alors le catch-all, effectivement, c'est dans la séquence que je t'ai expliquée, c'est en fait le fait que quand tu interroges un serveur SMTP, ils te disent systématiquement oui quand tu lui demandes si la personne existe. Ça, c'est des domaines qui sont configurés d'une manière qui font qu'on n'est pas capable, lors de l'interrogation SMTP, de savoir si la boîte mail existe vraiment. Ça peut être finalement, tu pourrais mettre n'importe quoi, il te répondrait oui, il n'y a pas de problème, ça existe. Donc là, en général, ils sont classés comme catch-all, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de pouvoir dire si vraiment c'est un mail valide ou pas. Par contre, on peut amener de la granularité. C'est-à-dire que nous, chez MailEnjoy, on va utiliser finalement des regroupements croisés, des analyses croisées, qui vont nous permettre de dire oui, ok, il est catch-all, mais à côté de ça, je perçois qu'il est sur les réseaux sociaux, ou je perçois qu'il y a une activité marchande sur cette adresse mail. Grâce à ces métriques-là, on va pouvoir dire il est catch-all, mais il est valable. Chose que, effectivement, tous les concurrents ne pourront pas dire, quoi. Et après, sur ta question des spam trap, alors qu'est-ce qu'un spam trap pour tes auditeurs qui ne connaîtraient pas? Ce sont en fait des pièges marketing. C'est-à-dire que ce sont des adresses mail qui ont été définies par les gros routeurs, en fait, les gros FAI, Gmail, Hotmail et Yahoo en général, qui vont les mettre au final sur des sites internet en disant voilà, telle adresse mail, contactez-moi sur telle adresse @gmail. Et si en fait il y a des robots, des scrappers qui vont tourner sur les sites internet, qui vont récupérer ces adresses-là, qui n'auront pas finalement récupéré des adresses avec du opt-in, puisqu'ils les auront pris sur un site comme ça, le risque c'est que parmi ces adresses-là, il y ait des spam traps. Et ces spam traps-là, justement, ils ont été mis exprès justement par Gmail et Yahoo et Hotmail pour justement
voir qui c'est qui ne fait pas de l'opt-in et qui c'est qui récupère de manière un petit peu rapide et facile des mails qui ne sont pas, qui n'ont pas été voulus finalement. Alors, au final, quand on envoie dans sa campagne email et qu'on tombe sur des spam traps, on a une très rapide dégradation de sa réputation. Parce que justement, les FA email considèrent qu'on ne devrait jamais tomber sur des spam traps. Donc, si ça arrive, effectivement, une fois, deux fois, ça peut passer, mais au-delà de ça, la réputation, elle est dégradée très très vite. C'est pour ça, du coup, qu'il est très préjudiciable d'en avoir dans ces listes email. Et les outils de vérification, justement, d'email verification, peuvent en enlever certains. C'est-à-dire que nous, on n'a pas la capacité de trouver, c'est-à-dire que Gmail ne va pas nous dire ça c'est un spam trap ou ça c'est pas un spam trap, techniquement c'est pas faisable. Par contre, on peut par des analyses croisées en trouver certains. Et on peut aussi en détecter ce qu'on appelle des recycled spam traps, c'est-à-dire des spam traps d'adresse mail qui étaient à des utilisateurs à un moment donné, qui ont été abandonnés par ces utilisateurs pendant des années, et qui ont un statut particulier au niveau SMTP qu'on peut se rendre compte que c'est des spam traps. Et il y a aussi une troisième catégorie de spam trap, c'est les spam traps qui sont par typographique. Donc, typiquement, si tu as gmail.com et que, par exemple, un utilisateur te met gmai.com, si ce domaine-là pourrait être effectivement un spam trap s'il est géré par Gmail et grosso modo, qui c'est fait exprès avec justement une typographie qui se rapproche d'un gros domaine mais qui n'en est pas un, et derrière qui est finalement un spam trap. Donc nous, au niveau de MailEnjoy, on va en enlever une bonne partie, mais malheureusement, on ne pourra pas les enlever tous. Et nos concurrents, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'aura pas la main sur tous les spam traps, et il en restera toujours certains qui passeront au travers des mailles du filet. Voilà. Ok, écoute, c'est très très enrichissant. Écoute, je suis content que ça t'apporte des Ouais, billes aussi. c'est génial. Du coup, comment poser cette question? Alors déjà, je voudrais poser une question. Ouais. Est-ce qu'on a un moyen efficace et pourquoi pas simple de vérifier sa réputation? Alors, est-ce qu'on a un moyen efficace et simple de vérifier sa réputation? C'est une très bonne question que tu me poses là. La réputation, en fait, il faut bien comprendre qu'elle est gérée, déjà, elle n'est pas uniformisée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas gérée finalement de la même manière chez Gmail, chez Hotmail, chez Yahoo, chez Orange, chez Free, et ainsi de suite. C'est-à-dire que chacun va gérer finalement la réputation d'un sender à sa propre sauce. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a deux niveaux. Je vais répondre par rapport à ta question, je vais répondre sur deux plans. Il y a déjà la réputation qui est associée au domaine émetteur et la réputation associée aux IP d'envoi. Il faut bien comprendre que dans la réputation, ces deux aspects-là sont fondamentaux et ils ne sont pas forcément corrélés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si toi tu envoies une campagne emailing par en fait Mailchimp, on va dire par un routeur de mail, dans la partie réputation globale que va prendre en compte Gmail pour toi, il y aura la réputation de ton domaine à toi, d'accord, et il y aura la réputation du routeur par lequel tu es passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu envoies ta campagne par Mailchimp ou si tu envoies ta campagne par ton propre routeur à toi que tu auras créé, en fait, dans ton petit serveur SMTP chez toi, tu n'auras pas la force de Mailchimp. Parce que Mailchimp te met une espèce de plus-value, parce qu'eux, ils ont une espèce de notoriété qui fait qu'on sait qu'ils font de l'emailing propre, ils mettent en place des mesures pour que leurs clients continuent à faire de l'emailing propre. Donc, ta réputation associée à la réputation de Mailchimp va donner la note globale aujourd'hui que Gmail va te donner, que Yahoo va te donner, que Orange va te donner, et ainsi de suite. Alors, ils se parlent entre eux. Les gros agrégateurs de mails se parlent entre eux. Mais il faut vraiment comprendre que cette notion de réputation, elle te suit finalement d'un routeur email à un autre. Si tu dégrades ta réputation en tant que sender de ton domaine à toi et que tu changes de Mailchimp, que tu vas sur, je ne sais pas moi, Mailjet, par exemple, eh ben, ta réputation de sender à toi, elle va te suivre. Par contre, ce qui va changer, c'est la réputation de Mailjet qui sera potentiellement un petit peu différente de la réputation de Mailchimp ou de Sendinblue. Alors après, du coup, comment la visualiser? Alors c'est compliqué finalement, parce que tu ne peux pas vraiment, tu dois comme je t'explique, tu dois la mesurer sur un ensemble de facteurs qui ne sont pas que les tiens au final. Donc en fait, au final, on ne peut mesurer que la conséquence. C'est est-ce que tu es bien arrivé en inbox? Est-ce que tu arrives généralement en inbox? Est-ce que tu arrives généralement en promotion ou en spam? Alors il y a des outils aujourd'hui qui permettent de donner un peu des informations à ce niveau-là. Par exemple, Return Pass. Je ne sais pas si tu connais, qui est justement une société qui permet d'avoir des notions de réputation sur des domaines émetteurs et justement sur des IP.
Après, il y a aussi toutes les parties des Postmaster Tools. C'est-à-dire que les gros FAI, Gmail, Hotmail et Yahoo, proposent en fait des Postmaster Tools sur leur propre domaine à eux, qui permet de voir la réputation des IP par lesquels sont arrivés tes emails à toi et la réputation qu'ils t'attribuent à toi en tant que domaine. Voilà, donc ça c'est très important parce qu'au final, sur ces trois gros acteurs de l'emailing, tu es capable toi-même de savoir la réputation par laquelle ils te perçoivent. Voilà. Et ça, effectivement, ça permet de voir plus facilement si on va dans la bonne direction ou non. Après, pour les plus petits acteurs que sont les opérateurs français, Free, Orange, SFR, et ainsi de suite, ça sera malheureusement plus compliqué. Alors après, on peut passer aussi par des moyens détournés. C'est-à-dire euh, aujourd'hui, justement, il y a des services qui permettent de voir ce qu'on appelle de l'inbox placement. C'est-à-dire, avant même d'envoyer une campagne, dans quelle catégorie, au final, on risque de se retrouver. C'est-à-dire qu'on se met en situation d'envoyer en tant que le sender, toi, en tant que ton sender, et on regarde au final, eh bien, on envoie une campagne qui est celle que tu veux envoyer à un panel de personnes représentatifs sur les différents FAI, et on voit est-ce qu'on arrive en inbox, en promotion ou en spam. Ça permet justement de retoucher certaines informations de l'email, de voir si sa réputation est suffisamment bonne pour arriver en inbox ou en spam, et au final, c'est très intéressant parce que ça nous permet de savoir, avant d'envoyer sa campagne, est-ce que réellement on va arriver en inbox ou en spam. Ça, justement, ça fait partie des outils d'A/B testing que Melenjoy est en train de développer et qui sera justement disponible dans le courant de 2021. D'où ce que je te disais tout à l'heure sur la partie, au final, toolbox de choses importantes pour toute la partie emailing. Ok, ça veut dire qu'en réalité, avec cet outil, je vais préparer ma campagne emailing. Oui. Et en fait, avant de faire partir la campagne, Melenjoy va me dire OK, feu vert, tu peux faire partir ou non, écoute, là, cette campagne, elle va partir en promotion ou elle va partir en spam. Exactement, c'est ça, tout à fait. En fait, le but de cet outil d'inbox placement, aujourd'hui, on n'est pas les seuls sur le marché, donc je ne vais pas te mentir, il y a 250 OK qui fait ça. Alors, ils sont assez embêtants parce qu'ils ne veulent pas le faire si tu as moins de X contacts. Bon, c'est pas, ils sont pas très arrangeants, on va dire, parce qu'ils sont quand même un peu seuls sur le marché. Nous, on va les concurrencer et justement, on va développer un produit qui est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es prêt à envoyer ta campagne. Avant, l'A/B testing classique, il consiste en quoi? Il consiste à envoyer ta campagne avec finalement une version A d'un email ou une version B et voir en temps réel, grâce aux statistiques de remontée finalement de clics, d'ouverture et ainsi de suite, quelle version de l'email semblerait être la plus intéressante. Ça, c'est la B testing classique qu'on connaît et qu'on utilise à peu près partout. L'inbox placement, c'est un petit peu différent. C'est le fait que là, on travaille avant même d'envoyer une campagne. C'est-à-dire que du coup, on est capable finalement de pondérer, de retravailler l'email, ou même de retravailler le routeur. Savoir est-ce que c'est mieux de passer par Mailchimp ou par Sendinblue. Est-ce que c'est mieux de passer par Amazon? Est-ce que c'est mieux de passer par ton propre routeur? Ces informations-là sont des informations justement très pertinentes et qui permettent justement, avant d'envoyer une campagne, de savoir eh ben, est-ce que ça va arriver bien ou est-ce que ça va pas arriver bien. Par contre, bien entendu, il faut quand même garder en tête qu'il y a une notion aussi de régulation qui se passe au fur et à mesure d'une campagne, surtout une campagne qui est assez grosse, sur la partie engagement au fur et à mesure. C'est-à-dire que si tu envoies une campagne de 100 000 mails, moi, avec l'outil d'inbox placement, je vais te dire tu arrives à 80% en inbox ou à 20% en spam, par exemple. Si durant ta campagne, beaucoup d'utilisateurs ouvrent tes emails ou beaucoup d'utilisateurs ne les ouvrent pas, il y aura une pondération d'engagement en fait, que va mettre en place Gmail, Yahoo et Hotmail. Et cette pondération d'engagement peut accentuer ou diminuer un petit peu les statistiques que nous on aura données, qui sont des valeurs brutes sans notion d'engagement. Donc ce n'est pas fiable à 100%, mais cela dit, on a une capacité de détecter en grande majorité la tendance. Ça ne pourra jamais passer de 80% en inbox à 20% en inbox, par exemple. On est clairement sur quelque chose qui va permettre vraiment de faire du prévisionnel et c'est très très intéressant, surtout sur les campagnes qui sont à grosse volumétrie pour éviter effectivement de se tromper, de se rendre compte a posteriori qu'il y a eu seulement du 5% d'ouverture, parce qu'il y avait des choses qui coinçaient au milieu, quoi. Le taux de désinscription, c'est quelque chose qui peut être pris en compte par le FAI?
Tout à fait. Le FAI va, alors le taux d'inscription, effectivement, il est très important. Alors les métriques en fait d'une campagne, de manière générale, sont très importantes justement pour la réputation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le taux de bounce dont on parlait tout à l'heure est très important. C'est pour ça d'ailleurs que les routeurs email aujourd'hui, ils te mettent une limite. C'est-à-dire il y a la limite classique qu'on dit la limite des 5%. C'est-à-dire qu'en général, si on dépasse les 5% de bounce, les routeurs commencent à pas être contents et à suspendre le compte, voire à bloquer, parce que eux, c'est impactant pour leur propre réputation, et donc pour celui du Sender aussi. Mais c'est pas la seule métrique. Le taux de spam, en fait, de click en spam, c'est-à-dire que quand tu reçois un email et que la personne, en fait, considère que ça n'y a pas plu et qu'elle clique sur c'est du spam, voilà, consciemment, ça par contre, c'est ce qu'on appelle une complaint. Ça par contre, c'est 0,5%. Donc on a encore un facteur de 10 par rapport au taux de bounce. Celui-là est très très important. Il faut effectivement au maximum que les gens ne cliquent pas sur c'est du spam. À choisir, effectivement, il vaut mieux qu'ils cliquent sur unsubscribe. Se désinscrire, finalement, c'est un moindre mal. Alors, effectivement, c'est un peu pénalisant parce que le FA email se rend compte que la personne n'était pas intéressée par ce qu'on lui a envoyé. Donc, il dit OK, bon, il y en a un, il y en a deux, il y en a cinq, il y en a 10, mais il ne faut pas qu'il y en ait 100, quoi. Voilà. Effectivement, on va considérer que ça a une petite pénalité, mais elle est quand même largement moindre que la pénalité du complaint. Est-ce que les réponses sont prises en compte? Alors, tout à fait, oui, tout à fait. En fait, ça, on parle vraiment là, on arrive sur la partie engagement, en fait, hein. Donc, la partie engagement, qu'est-ce que c'est? C'est la partie déjà ouverture. Donc, ça, c'est le premier niveau d'engagement d'un utilisateur, c'est l'ouverture. Quand tu as un pourcentage de personnes qui ouvrent tes mails, déjà, c'est un engagement positif. Le nombre de personnes qui va cliquer sur des liens qui sont dans tes mails, ça, c'est un engagement positif aussi, qui est supérieur au taux d'ouverture. Ensuite, donc ça, c'est considéré d'ailleurs, c'est le taux de ce qu'on appelle le taux de réactivité. C'est le taux de personnes qui ont cliqué sur un lien de ton mail par rapport à ceux qui l'ont juste ouvert. Ça, c'est des métriques justement que prennent en compte Gmail, Hotmail, Yahoo. Ensuite, le taux de réponse, effectivement, si tu as ouvert un mail, que tu as répondu, que tu as fait répondre, que tu as envoyé un email, ou que tu as simplement transféré, en fait, fait un forward de ton mail à quelqu'un d'autre, pareil, ça c'est une métrique d'engagement qui est positive. Donc, toute cette action, en fait, toutes les actions qui sont en rapport avec tes emails, sans effectivement cliquer sur spam ou unsubscribe, effectivement, ce sont toutes des actions favorables et qui permettent justement d'avoir un engagement et de construire progressivement ta réputation. Il faut vraiment comprendre aujourd'hui que la réputation qu'attribuent en fait les FA email sont vraiment axés sur un grand nombre finalement de métriques, hein, d'engagement, de contenu, de bounce, de qualité et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un écosystème très complexe. C'est pour ça aujourd'hui que ça peut paraître compliqué effectivement parce qu'il faut gérer tous ces aspects-là. Mais l'engagement aujourd'hui est de plus en plus utilisé, alors principalement par les trois gros, que j'ai, Gmail, Hotmail et Yahoo. Par contre, Orange, SFR, Free et les autres FAI qui sont peut-être moins axés là-dessus, qui se baseraient plus, eux, à leur niveau, sur le contenu du mail, les mots-clés, les triggers en fait, des anti-spam, typiquement sur le sexe, l'argent, les choses comme ça. Ok, et tu vois, ben moi, j'essaye toujours dans mes campagnes cold email de mettre une question. Ouais. Du coup, je me rends compte que j'étais pas idiot d'avoir fait ça parce que du coup, je me suppose que ça augmente l'engagement. Tout à... Et aussi, une technique que j'ai déjà utilisée par le passé avec du e-commerce. Alors, c'est à double tranchant. C'est d'utiliser vraiment le même domaine que les emails transactionnels. En effet. Alors, en effet, effectivement, tu as très justement dit cette partie-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on peut utiliser son domaine, en fait, son propre domaine pour le bulk et pour le transactionnel. Alors, il y a effectivement comme tu dis, c'est un effet double tranchant. C'est-à-dire que si tu fais finalement de l'email bulk qui est de bonne qualité et du transactionnel de bonne qualité, si les deux sont de bonne qualité et qui sont désirés, effectivement, l'un valorise l'autre. C'est-à-dire que ta réputation globale va augmenter et du coup, tes emails transactionnels, tes emails de cold emailing aussi, tes emails bulk seront tous relativement bien lus. C'est un engagement positif, qui est un renforcement positif, on va dire, pour les trois catégories. Par contre, s'il y en a une des trois qui pêche, c'est les deux autres qui vont forcément récupérer négativement ceci.
Donc le risque, effectivement, et c'est un risque effectivement qui est à mesurer, c'est le fait finalement que les campagnes bulk ou le cold emailing puissent dégrader la réputation et faire en sorte que le transactionnel, qui aujourd'hui est quelque chose qu'on veut absolument voir arriver en inbox, puisse se retrouver en promotion ou en spam. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui a à réfléchir. Alors après, il y a quelque chose, je ne sais pas si tu es au courant, mais qui est assez intéressant aussi, c'est de comprendre que les sous-domaines, plusieurs personnes pensent en fait qu'en faisant des sous-domaines, ils peuvent s'affranchir de cette problématique-là. C'est-à-dire, si ton domaine c'est maison.fr, ils vont considérer qu'ils vont faire news.maison.fr, ça sera le domaine d'envoi des campagnes bulk. Donc par exemple, le source, ça sera info@news.maison.fr. Et le transactionnel, ils vont faire info@transac.maison.fr. En pensant justement que la réputation sera différente et que ça n'impactera pas. Alors ça, c'est faux. La réputation, elle est sur le domaine principal, elle n'est pas sur les sous-domaines. Les sous-domaines, ils ne font qu'hériter en fait de la même réputation. Donc, si tu veux faire en fait du transactionnel et du bulk de manière séparée, ce qui en général est le plus utilisé, il faut effectivement, on peut largement utiliser des domaines proches. C'est-à-dire que si ton domaine, comme je te disais, c'est maison.fr, tu pourrais par exemple faire un domaine de bulk qui serait news-maison.fr. Donc là, tu vois, tu aurais finalement ton nom de domaine qui serait différent, qui prendrait finalement la partie que tu avais initialement attribuée à ton sous-domaine. Comme ça, tu auras finalement la réputation de ton maison.fr et la réputation de ton news-maison.fr qui seront complètement différentes. Donc, ton transactionnel sur le maison.fr ne sera pas impacté par tes campagnes bulk ou ton cold emailing. Ok, j'allais te poser la question justement sur les sous-domaines. Et du coup, la question que j'allais te poser avec, c'était les IP dédiés. Alors, quand on utilise un service comme Mailchimp ou Sendinblue, alors du coup, moi, je me rends compte que alors l'IP dédié, tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, je me dis, il y a un avantage, c'est que du coup, Sendinblue, on va dire, est moins regardant parce que du coup, tu vas pas nuire à leur réputation. C'est Par ça. contre, du coup, si je comprends bien, tu jouis pas de leur réputation, quoi. Exactement. En fait, alors, les IP dédiés, c'est un peu un mythe, comme quoi c'était le Graal absolu, il fallait absolument passer par des IP dédiés pour pouvoir faire de l'emailing propre. C'est ce que je dis Alors, à tous mes clients. alors voilà, mais pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi en fait. Parce qu'en fait, la notion en fait, une IP, quand on l'a au début, il faut la warmer en fait, c'est-à-dire la chauffer. Initialement, c'est la même chose que ton domaine. Elle est froide en fait. Ton domaine au début, il est froid, il n'est pas chauffé, et ton IP, elle est froide, elle n'est pas chauffée. Pour chauffer une IP, en fait, il ne s'agit pas d'envoyer 500 ou 1000 mails, hein. Chauffer une IP réellement, en fait, c'est quelque chose qui se fait en plusieurs étapes, en général 15 jours, 3 semaines, un mois, avec un flux constant et progressif d'envoi. C'est-à-dire qu'une IP, on considère qu'elle est chauffée suffisamment d'un point de vue FAI si elle a à peu près 200, 300 ou 400 000 mails par jour. D'accord? Donc c'est Oui. ça qui est vraiment important. C'est-à-dire que quand tu envoies, il faut vraiment être un gros poisson pour envoyer ce genre de volumétrie. Tu ne peux pas te permettre d'avoir une IP en fait, personnelle en fait, dédiée si tu envoies des faibles volumétries parce qu'elle ne sera jamais vraiment chauffée en fait. Elle sera systématiquement tiède au mieux, j'ai envie de dire, mais plutôt froide. Et au final, alors, en voulant préserver ta réputation et ne pas être impacté par les possibles dégradations d'IP des autres personnes qui passeraient sur cette IP-là, euh, tu vas tu vas finalement perdre beaucoup de choses avec le fait que tu n'as pas une IP qui sera chauffée. D'un côté, tu vas gagner, mais de l'autre côté, tu vas perdre. Et au final, dans la balance, on se rend compte aujourd'hui, et c'est malheureux, mais on se rend compte qu'on va plus perdre que gagner. C'est pour ça que moi, systématiquement, je dis, vous voulez une IP dédiée, combien vous envoyez par mois? Combien vous envoyez par jour et combien vous envoyez par mois? Il faut absolument qu'il y ait une volumétrie qui soit de l'ordre de plus de au moins 100 000 mails par jour. Il faut vraiment quelque chose qui envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails pour pouvoir chauffer l'IP. Et ça redescend très vite, hein. Attention, si on arrête d'envoyer pendant une semaine, l'IP elle est redevenue froide, hein. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui vraiment, c'est un peu un mythe. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les routeurs mail finalement ils s'en sortent bien parce que ils ont une capacité finalement de gérer des tuyaux différents, de gérer des pools d'IP différents, de mettre en fait des utilisateurs dans des classes différentes, c'est-à-dire que, ayant travaillé justement chez un routeur, je sais comment ça fonctionne. Au final, si tu as un client qui envoie de l'email propre, on a vu que tu envoies de l'email propre, que tu n'as pas trop de bounce, que tu vas être mis dans un pool avec des gens qui font du propre aussi. C'est-à-dire qu'au final, tu vas passer par des IP qui sont propres et et tout le monde va s'auto-valoriser.
L'IP va être chauffé et tout le monde va s'auto-valoriser. Par contre, si tu envoies des emails qui sont sales, si tu as un taux de bounce qui n'est pas bon, on va te mettre dans un pool qui est dégradé. Donc au final, toi, tu ne le verras pas, tu ne le sauras pas particulièrement. Sauf que tu auras finalement une baisse de l'ensemble de ta réputation, puisque la réputation de l'IP par laquelle tu vas passer sera au final moins bonne. Le routeur se préserve finalement lui-même des mauvais acteurs en les isolant entre eux sur des pools qui sont à moins bonne réputation. Donc là, effectivement, si tu es mis dans ce genre de pool-là, ben, tu as la double peine. Tu as la mauvaise réputation de l'IP, tu as la mauvaise réputation des copains qui dégradent à côté, et dans ce cas-là, c'était pas bon. Mais si tu fais des mailings propres aujourd'hui, tu auras effectivement le côté chauffe sur un pool d'IP d'un routeur qui sera bien plus avantageux que ta propre IP à toi. Ok. Et pour revenir à Gmail avec le fameux onglet promotion ou sur Oui. les autres FAI, euh, on pourrait facilement, tout est relatif, mais créer plusieurs Gmail et se connecter en IMAP dessus, faire un premier test et balancer et voir où est-ce qu'il est tombé l'email. On pourrait faire ça. C'est le principe de l'inbox placement. Tu te l'as répondu par toi-même. C'est pas un secret, c'est pas un secret absolu. C'est effectivement du travail technique, la vérification d'email, hein. C'est des algorithmes à mettre en place, des choses comme ça. Après, effectivement, tu as tout à fait raison. Le premier niveau d'inbox placement, c'est de se créer soi-même des comptes sur les gros FAI, et puis au final, d'envoyer des mails et de voir où est-ce que ça arrive. La problématique que tu as par rapport à ça, c'est qu'au final, dès que tu commences à ouvrir des mails, dès que tu commences finalement à interagir avec ces emails-là, tu ne vas plus être neutre. Tu vas être quelqu'un qui va avoir de l'engagement. Et donc cet engagement-là, il va au final leurrer un petit peu, si tu veux, ce que tu penses être la réalité. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu te fais ça, demain, tu envoies des campagnes, bon, Gmail, il se rend compte que tu les ouvres systématiquement. Donc, il va te le mettre en inbox, à toi. Mais ça ne veut pas dire qu'il le mettra pour les personnes de ta base email à toi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment Absolument. cette partie-là d'engagement, elle peut être très vite problématique. C'est pour ça qu'il faut rester très neutre et mettre en place, si tu mets en place ce genre de technique-là, il faut effectivement ne jamais ouvrir les mails et rester sur du neutre, effectivement. OK. Dernière question technique. Oui. Tu estimes le pourcentage d'importance entre le contenu de l'email et la réputation? Est-ce qu'on peut se dire que qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, qu'est-ce qui est le plus important? C'est déjà, je veux te dire, c'est en fonction de à qui on parle. Comme je te disais, il y a finalement des FAI qui sont plus regardants sur la réputation du sender et de l'IP, d'autres FAI qui vont être plus regardants au niveau de leur filtre anti-spam sur le contenu. La catégorie numéro 2 justement, du contenu, c'est plus les FAI français. Orange, aujourd'hui, SFR, La Poste, Free sont plus regardants sur leur filtre anti-spam au niveau des contenus. Les triggers se passent au niveau du contenu. Par contre, Gmail, Yahoo et Hotmail sont beaucoup plus regardants sur l'engagement et sur les spam traps et sur les bounces. Donc au final, eux, ça va être un petit peu différent. En tous les cas, on peut être sûr que le contenu est important. Si on met en place, même si on a même sur Gmail, si on a une bonne réputation d'IP, une bonne réputation de domaine, et qu'on met sexe ou monnaie au milieu, ça va passer quelques fois, mais ça va vite poser problème aussi, quoi. Donc au final, il y a effectivement un ensemble c'est ce que je dis toujours, il y a finalement un ensemble de cofacteurs. Il faut que tous ces cofacteurs soient réunis pour que ça fonctionne bien. Et s'il y en a un qui, même si on fait bien 90% des actions, s'il y en a un qui est très défaillant et très mauvais, il va casser toute la chaîne. Voilà. Et ce qui est important au final, c'est de percevoir justement la cohérence de l'ensemble de sa chaîne, comprendre quand on a des problématiques de délivrabilité, où est-ce qu'on pêche? Est-ce qu'on pêche sur le routeur par lequel on passe? Est-ce qu'on pêche par la réputation de son domaine ou des sous-domaines qu'on a mis en place? Est-ce qu'on pêche sur le contenu des emails? Est-ce qu'on pêche sur l'engagement? Parce que effectivement, avoir 100 emails qui existent, envoyer 100 emails, s'il n'y a personne qui l'ouvre, Gmail, il ne va pas apprécier du tout. Et pour lui, ça va être beaucoup plus grave que si tu l'avais envoyé seulement à 20 personnes et qu'il y en avait au moins 5 qui l'avaient ouvert. Au final, le ratio d'ouverture et l'engagement peut être très préjudiciable pour certains gros comme Gmail en tout cas. OK. J'ai une question sur l'ouverture. Oui, Remarquez quelque chose. Je ne sais pas si c'est mon imagination, mais tu sais, sur les iPhones, on oui, a un aperçu de oui, l'email.
j'ai l'impression que quand on télécharge l'aperçu, ça déclenche une ouverture au niveau des stats de Standing Blue, par exemple. Alors là, je ne pourrais pas te dire. Je ne l'ai pas fait pareil. Je ne fais pas souvent par téléphone. Donc là, franchement, je ne saurais pas te dire. Ok, ok. Désolé. Non, non, mais il n'y a pas de problème parce que du coup, je me dis, l'iPhone, ou d'ailleurs même, il y a d'autres outils qui téléchargent, tu sais, une Hmm. partie de l'email avant qu'on l'ouvre. Ouais, c'est le preview. Mais en fait, le preview, enfin, techniquement parlant, le preview ne peut pas se faire. Le preview, finalement, il va afficher l'image qui est contenue dans l'email. Donc, au final, pour moi, enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment. Alors, la question pourrait être aussi comment est-ce qu'on perçoit qu'il y a eu une ouverture? Yes. Comment est-ce qu'on perçoit qu'on a eu une ouverture? Ce qui est important de comprendre, c'est comment ça se passe. En fait, quand on envoie un email par un routeur, ils mettent ce qu'on appelle un pixel mort, c'est-à-dire un pixel, une espèce d'image qui est blanche, qu'on ne voit absolument pas, qui est calée dans un petit coin de l'email et qui fait finalement appel à un lien précis de ta campagne et de ton utilisateur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas ouvrir ton email, du coup, eh ben, la personne, il y a cette petite image invisible qui va permettre de dire, ça a été ouvert. Donc, ce qui est important de comprendre par rapport à ça déjà, c'est que si la personne a sa boîte mail qui bloque les images, c'est-à-dire typiquement si tu arrives sur certaines boîtes mail qui disent nativement je bloque les images parce que je ne connais pas cet expéditeur et pour vous protéger, dans ce cas-là, ça ne va pas être compté comme une ouverture parce que le routeur n'aura pas moyen de savoir que le mail a été ouvert parce que l'image n'aura pas été chargée. Donc il y a des fois, effectivement, on peut déjà avoir en fait des ratios qui sont inférieurs parce que 5, 10 ou peut-être même des fois 20% des emails ont été lus mais n'ont pas autorisé l'ouverture de l'image. Ça, c'est important à comprendre. Et ensuite, donc, le preview finalement que peut faire le téléphone, ben, ça va être la même chose. Il va ouvrir l'email. Il va ouvrir l'email. S'il ouvre l'email mais qu'il ouvre l'image associée, effectivement, ça va compter comme une vue. Ça, c'est sûr. Par contre, s'il ouvre l'email mais qu'il n'affiche pas l'image ou qu'elle a été bloquée nativement, ça ne sera pas vu comme une ouverture. Super. Du coup, je vais te demander, sans forcément donner de nom, mais qui sont les clients de Mail&Joy qui utilisent Check aujourd'hui? C'est quel type d'entreprise? Alors aujourd'hui, on a plusieurs types de clients. Alors on a des agences marketing. On a des agences marketing qui eux-mêmes, en fait, pour leurs propres clients, du coup, ben, c'est eux qui s'occupent de la mise en place des campagnes, du routage par Mailchimp, Sendinblue. Finalement, c'est pas les clients finaux qui l'utilisent, mais les agences marketing. Et elles sont finalement confrontées à ces mêmes problématiques-là. Donc nous, on a quand même beaucoup d'agences aujourd'hui de marketing, c'est le plus gros, on va dire, de notre activité. On a un petit peu de production aussi. Alors, je ne peux pas donner de nom comme ça, effectivement, mais on a un petit peu de production avec on a quelques grands comptes qui envoient effectivement de la grosse volumétrie, donc qui nécessitent une revalorisation de leur base tous les X mois. Voilà. Et on a aussi dernièrement quelques brokers de base qui sont justement ceux qui valorisent les emails opt-in en échange B2B. Ok, super. Donc, tu sais, j'ai une formation scrapping, du Ouais, coup, où on scrape du email B2B. Donc, forcément, on passe par une phase nettoyage. ouais. Pourquoi je devrais conseiller Mail&Joy dans ma formation Alors, alors, pourquoi Menenjoy plutôt qu'un autre, tu veux dire, ou plutôt Ouais, ouais. pourquoi Menenjoy plutôt qu'un autre? Ah ben, écoute, nous, moi, ce que je peux te dire, ce que je t'ai expliqué, ce que j'essaie de t'expliquer depuis le début, c'est effectivement la qualité déjà, dans le sens où on est une équipe d'experts locaux. Donc, ce qui est important déjà, c'est de savoir que les données en fait des clients sont hébergées en France sur des data centers français conformes à RGPD. On n'a pas d'hébergement en Afrique ou en Amérique ou je ne sais où avec une possible perte de data ou des endroits un peu louches en fait. Ça, c'est quand même quelque chose, je pense, qui est rassurant aujourd'hui pour les clients, de savoir qu'on est sur du français. C'est valorisable et nous, on le met en avant. On a cette espèce d'expertise aussi où au final on est capable d'accompagner les gens. Dire que là, tu vois, aujourd'hui on discute ensemble sur ces parties techniques de délivrabilité. Aujourd'hui, Mail&Joy, ce n'est pas que Check. Check, c'est un outil de Mail&Joy. Mail&Joy, c'est un groupe d'experts aussi pour vous aider à délivrer mieux. Donc, on propose des outils, on vous accompagne, on vous explique à quoi servent ces outils, mais on peut travailler avec les clients pour leur montrer justement là où pêche leur problématique de réputation.
et de délivrabilité. Ensuite, si on va sur check en détail, donc les vérificateurs d'email, on a mis en place vraiment quelque chose qui est, on a essayé d'allier finalement la qualité, vraiment de faire un validateur de qualité, parce qu'aujourd'hui, il y a une offre assez conséquente sur le marché, mais c'est très disparate au niveau, au niveau vraiment de la qualité. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment qui vont donner trois catégories, valide, invalide et je ne sais pas. Et il y en a qui vont donner beaucoup plus de détails. Effectivement, ceux qui donnent plus de détails et qui font de la vraie qualité et qui sont capables aussi de valider des arrêts compliqués, ben, ça diminue fortement le pool et le prix augmente aussi en conséquence. Nous, on a voulu allier finalement la qualité, la fiabilité et le prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh ben, on offre des prix qui sont quand même largement en dessous de la concurrence et pour une qualité, une très bonne qualité justement, et une réelle expertise. Donc même les petites protections de certains domaines que nos concurrents ne sauraient pas valider, nous on est capable de les valider. On est capable, comme je te disais, de faire des détections en fait un peu plus marketing, c'est-à-dire se rendre compte qu'un email catch-all, il n'est pas que catch-all, il est catch-all, mais à côté de ça, des analyses croisées nous font penser qu'il est plutôt bon. On est capable de détecter des emails jetables et au final vraiment de travailler pas que sur du cleaning d'invalides, mais vraiment sur une aide au nettoyage et je dirais même une appréciation marketing de la qualité des emails. Faire en sorte que ce ne soit pas juste une valeur technique, il n'existe pas, mais il existe et il a une valeur marketing. Vous pouvez lui faire confiance, cette adresse mail-là, elle peut vous ramener quelque chose. Voilà, c'est ça qu'on essaie vraiment de mettre en avant chez Check, la qualité et aussi l'expertise plus en avant. Ok, c'est très clair. C'était vraiment très, très enrichissant pour moi. Tu vois, Mais j'avais je suis ravi. quand même une certaine expérience. J'ai envoyé déjà quelques emails, mais je suis très impressionné par ton savoir Eh en la bien, écoute, matière. je suis très heureux en tout cas d'avoir fait cet entretien avec toi aujourd'hui. C'était très bien, très sympa de discuter, d'échanger sur ces problématiques-là, qui sont ouais, autant pour toi que pour moi finalement au cœur de nos métiers. Donc voilà. Ben ouais, super. Pour clôturer, donc tu sais, ma communauté, c'est des chasseurs de pros, donc leurs Oui, clients sont des pros comme toi. oui. Euh, quel conseil tu peux donner aux entrepreneurs qui souhaitent développer leur business B2B? Ce que je peux donner comme conseil, alors si c'est effectivement sur la partie... déjà, je pense que les médias de communication sont multiples. Donc, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Aujourd'hui, l'email est un des vecteurs. Pour moi, un vecteur intéressant et qui, malgré les années, continue quand même à être aujourd'hui très prisé. On sait qu'il y a de la concurrence aujourd'hui avec justement du démarchage via LinkedIn. Ça, c'est des choses aussi classiques. Il y a beaucoup d'outils qui sont construits autour de ça. Sur les réseaux sociaux aussi. Au final, c'est mettre en place une stratégie globale avec les différents outils qui sont à notre disposition. Et je pense qu'il faut surtout pas délaisser les emails. Je pense que les emails sont un très gros vecteur aujourd'hui de communication, qui est encore très apprécié. Je disais justement que d'un point de vue B2B, justement, vraiment avec les professionnels, la démarchage par email passe très bien, peut-être même mieux que du démarchage par LinkedIn, qui est moins apprécié. Et au final, il y a matière à faire encore beaucoup de choses, mais il faut prendre le temps de le faire bien. Euh, si on ne le fait pas bien, si on ne prend pas le temps de faire réellement les bons outils, de développer sa solution autour d'outils cohérents et qui ont une bonne valeur ajoutée, ça risque d'être compliqué. Je ne doute pas que toi, justement, sur ton groupe chasseur de pro, voilà, tu as mis en place les bonnes pratiques et je pense que c'est ce qui te permet aujourd'hui de faire que ton business fonctionne et se développe. Partir sur de bonnes bases avec, je pense, des produits de qualité, ne pas essayer de faire du cheap à tout prix. Parce que le cheap, pour moi, ça limite aussi. Des fois, on veut faire du gros, mais on en perd en qualité. Et aujourd'hui, si j'ai bien un message à faire passer dans l'emailing, c'est qu'il vaut mieux la qualité que la quantité, clairement.